voudrais tout d'abord vous remercier de m'avoir invité à dire cette communication dans cette ville dans laquelle je suis venu pour la première fois il y a 35 ans et où j'ai eu à effectuer toutes mes études universitaires. Et je me réjouis de pouvoir communiquer un certain nombre d'idées qui ont nourri mes recherches sur l'État au cours de ces 25 dernières années. Il faut peut-être et sans doute clarifier le statut de cette communication qui rend compte d'une trajectoire de recherche sur l'État en Afrique et qui a aussi une dimension programmatique dans le sens où elle invite les jeunes chercheurs ou les post-doctorants à s'intéresser à cette dimension de la recherche sur l'État en Afrique. Je dois aussi préciser l'objet de mes recherches sur l'État. Au début des années 90, mes démarches ont surtout consisté à étudier l'État à travers un certain nombre de ses segments. Pas l'État central, mais ces segments pouvaient avoir une certaine centralité. Étudier l'État par les politiques publiques était plutôt rare, même quand on pouvait poser par son biais des problèmes fondamentaux de sciences politiques. Et à partir des années 90, avec d'autres collègues, dans le cadre d'un certain nombre de réseaux de recherche en sciences sociales, les recherches sur l'État ont surtout tourné autour de l'État au concret, reprenant d'une certaine façon les types de recherches promus par Padiolo au début des années 90, au début des années 80, mais sur des espaces africains. Il faut dire que, alors même qu'en Europe, dans les années 80, explose la recherche sur les politiques publiques, elles étaient plutôt rares en Afrique et surtout caporalisées par des économistes qui les étudiaient de façon tout à fait normale dans le cadre d'études budgétaires et qui s'apparentaient, il me semble, à un monopole de leur discipline. Et c'est vrai que l'étude des politiques publiques pouvait en ce moment-là donner à la science politique quelques ouvertures qui n'ont toujours pas été prises dans ce sens. Il faut reconnaître qu'à cette époque, nous étions quand même dans un contexte marqué par la délégitimation des pouvoirs africains. Les recherches ont joué un certain rôle. Je pense au livre de Jean-François Bayard, La politique du ventre, à la fin des années 80, au livre de Jean-François Médard sur le néopatrimonialisme, je pense que c'est le texte principal, État d'Afrique noire. Il faut voir que les deux livres mettaient en question le comportement des élites au pouvoir dans la façon dont ils géraient leur société. Dans les deux cas, au-delà de ces comportements des élites, ce qui était en question, c'était aussi une certaine délégitimation de cet État-là. Et les deux thèmes vont fortement influencer les recherches sur l'État dans les années suivantes. Sont ainsi révélées les ficelles de l'autoritarisme qui influence lourdement l'exercice du pouvoir d'État. Au cours des mêmes périodes, les notions d'État prébandier, souvenez-vous, ou d'État prédateur, j'en passe, j'aurais pu multiplier les exemples, sont mis magistralement à contribution pour démontrer un tant soit peu ces dérives des États. Je dirais même qu'elles ont souvent été utilisées dans les discours politiques de dénonciation des acteurs qui aspiraient à la démocratie au cours de ces périodes. La chute ou l'affaiblissement des régimes politiques autoritaires et l'avènement de ces régimes démocratiques n'entraînait pas, et c'est ça qui est frappant, n'entraînait pas la
la disparition de ces structures d'État, ni même des politiques que l'État mettait en œuvre. On peut se poser des questions autour des notions de permanence et de continuité institutionnelle dans des périodes qui étaient pourtant marquées par des ruptures politiques. Et quand les institutions s'effondrent, c'est d'autres hypothèses qu'on a vues poindre, notamment dans les crises politiques extrêmes. Les réflexions restent encore ouvertes sur les moyens de recréer ces institutions. Comment reconstruire l'État dans des contextes où il a cessé d'exister? Ou encore, au moyen de quelle politique publique faut-il le reconstruire? Ce sont des sujets qui reviennent régulièrement et qui mettent quelque part sur la sellette les politistes qui, jusqu'à présent, étaient quelque part exclus de ces champs. On se demande, au fond, comment donner de la légitimité à des institutions publiques quand elles n'en ont plus? Comment mettre en place des politiques quand il n'en existe pas? Quel type de structure faut-il privilégier pour faire naître l'État, pour lui donner une certaine existence? Vous voyez bien que ça nous renvoie à de la vieille littérature qu'on a parfois oubliée, qu'on a parfois mis de côté, mais sur lesquels se sont posés ces problèmes fondamentaux au tout début de ces processus, pas qu'en Afrique, mais qu'on voit se poser aujourd'hui. Et je suis persuadé que ceux qui travaillent sur la Centrafrique, dans pas longtemps, seront confrontés à ce type d'interrogation. Alors l'idée ici, pour moi, est qu'il faut orienter le regard vers les politiques publiques sur le terrain africain, étant entendu qu'elles peuvent révéler des dynamiques de l'État avec un accent mis sur la façon dont il travaille au quotidien. Le travail étatique, comme on parlerait du travail gouvernemental, le travail étatique, ici au sens large, peut se confondre avec les politiques que l'État met en œuvre tous les jours, dans leurs différentes séquences, de leur mise en agenda à leur terminaison. Étant entendu que dans les contextes africains, ce sont des séquences qu'il faut repérer, parce que n'existant pas nécessairement dans des documents qui les singularisent, et qu'il faut pouvoir mettre à jour par des techniques de recherche. Il s'agit ici d'insister sur la pertinence de ce type de sujet, malgré les processus d'intégration en cours. Et c'est vrai que dans beaucoup de pays, ces processus sont en cours et les organisations internationales d'intégration ont tendance à prendre la place des États en promouvant d'autres types de politiques publiques. La politique publique ici étant un instrument d'ancrage de l'État, mais qui sont des éléments qui sont le plus souvent observés par les spécialistes de relations internationales, mais que les spécialistes de sciences politiques version sociologie politique ont du mal à prendre en charge. Et c'est au fond l'invite que je fais ici en proposant une démarche qui va nous permettre tout d'abord de revenir sur les fondamentaux de l'État et leur déclinaison en Afrique, avant de regarder les pistes problématiques qu'induisent l'étude des politiques publiques. Il faut dire que si l'on revient sur les fondamentaux de l'État, c'est vrai que les théories juridiques sont les plus faciles et les plus proéminentes. C'est vrai que nous avons eu tendance à les disqualifier en leur temps, en ce qui concerne l'Afrique. Mais on voit bien que, en réalité, elles révèlent des points d'achèvement. Elles révèlent des normes. Au-delà des discours des États, ce dont il est question ici, c'est au fond de voir, quand on parle d'un territoire, d'un État, comment ce territoire se constitue dans le temps, comment il se structure et par quelle dynamique. Et il faut voir que le plus souvent, les espaces politiques africains, au sortir de la colonisation, peuvent s'apparenter à des dynamiques institutionnelles qui sont toujours en cours. Quand on parle des concepts
fondateurs à propos de l'État, on peut peut-être ici considérer ceux qui me paraissent être les plus visibles et qu'on retrouve chez la plupart des auteurs qui les pensent. Et je pense qu'on peut les accepter comme tels. Le premier est sans doute la notion de violence. Ici, les auteurs de référence les plus proches nous renvoient à Weber, avec sa définition emblématique de l'État, ou encore à Elias, dans la logique de l'Occident, quand il essaie de montrer comment les monopoles royaux se sont construits dans un certain nombre de domaines, notamment fiscal. Et je pense aussi aux analyses de Tilly sur l'État guerrier ou sur la guerre structurante qu'il a développée. Et c'est clair qu'il me semble que ce sont des éléments qui ont une certaine universalité. Et les conséquences de cette approche, ce n'est ni plus ni moins que ces idées de concentration du pouvoir. L'idée que le pouvoir est concentré quelque part dès lors qu'il a le monopole de la force. Et ici, la force est physique. Et puis, la mise en place de tout un ensemble de dispositifs de domination et de quête hégémonique. L'autre concept fondamental, il me semble que c'est celui de la légitimation. Même quand les auteurs ne l'utilisent pas de cette façon, même quand cette notion s'est imposée bien plus tard. Au fond, ici, la légitimation renvoie à l'action du pouvoir, à la diversité de ses formes d'intervention, qu'il s'agisse de discours, de symboles ou même de réalisation, avec son prolongement en termes d'institutionnalisation du pouvoir, qui implique d'abord le contrôle du territoire par la coercition, la force armée, la communication et les logiques bureaucratiques, où au fond, on réfléchit sur comment, pour se légitimer, l'État met en place de façon progressive tout un chaînon d'appareils qui lui permettent de mailler le territoire qu'il domine. Et cet appareil d'État se spécialise au fil des enjeux. On y introduirait volontiers l'aménagement du territoire, qui est sous-tendu par d'autres types de logiques, mais qui est un outil de légitimation par excellence. Et même la production symbolique, je pense à toutes ces recherches qui ont été faites sur les célébrations officielles, qui au fond symbolisent l'État à un moment donné, quand l'État est confondu au pouvoir, mais nous le verrons. Quand on les décline sur l'Afrique, on voit bien que les États ont privilégié fortement la coercition dans une double posture idéologique, le discours sur l'unité et l'intégration nationale au début des indépendances, toujours persistant, qui a eu pour corollaire la liquidation des oppositions politiques, mais aussi le discours sur le développement, comme producteur idéologique, mais surtout comme idée qui mobilise toute une élite à un moment donné, orientée qu'elle était vers cette idée de développement, qui a été à la base de tout un ensemble de discours politiques, qui a galvanisé, qui a mobilisé, et qui est à la base d'un certain nombre d'idéologies qui persistent encore aujourd'hui. Bien entendu, en termes d'analyse, on débouche sur une confusion entre l'État et le pouvoir. Et un peu partout, on voit se pointer toutes ces logiques de dédoublement fonctionnel. Et on assiste également à des études orientées vers la personnalisation et la concentration du pouvoir. En quoi me semble-t-il que l'étude des politiques publiques peut contribuer à un renouvellement des problématiques? C'est le deuxième temps de mon raisonnement. Ici, en fait, par les politiques publiques, on assiste d'abord à un changement des sites d'observation. Ici, on observe l'action de l'État plutôt que les hommes qui l'animent au sommet. C'est l'action de l'État qui est en cause. Et on voit bien que le champ d'analyse explose parce que l'État intervient dans des domaines extrêmement variés. On assiste aussi à un changement dans les méthodes de collecte de données.
Changement dans les méthodes de collecte de données. Ici, ce qui est en question, c'est que ce sont les méthodes anthropologiques qui font leur intrusion en sciences politiques. Ici, par méthode anthropologique, on voit bien les techniques d'observation directe ou encore les techniques de l'entretien ou de l'observation participante qui sont des techniques de production de données de première main qui sont plutôt rares dans nos disciplines où nous travaillons sur de la documentation ou sur un certain nombre d'entretiens que nous recueillons ou dans des journaux, parfois difficilement de façon directe, compte tenu des sites que nous avons l'habitude d'observer. Au fond, on assiste à des réorientations problématiques avec l'émergence de l'analyse sectorielle de l'État, qui était au début une espèce de crime de lèse-majesté, puisqu'on conçoit l'État dans son unité. Toute la théorie juridique a essayé de nous faire passer cette idée d'unité de l'État, de son action. Et au fond, par les politiques publiques, on arrive à introduire cette idée d'analyse sectorielle dans le sens où nous pouvons analyser l'État dans ses différents secteurs d'activité. On admet que l'État, c'est finalement un ensemble d'activités diverses. Chacune peut faire l'objet d'une analyse particulière, utilisable, qui peut le révéler à sa façon. Les politiques publiques sont, qui étaient, je l'avais dit tout à l'heure, perçues comme étant des apanages des économistes, des spécialistes du budget, des grands commis, font leur apparition en sciences politiques. Et c'est vrai qu'elles explosent aujourd'hui en Europe. Et puis surtout, ce qu'on observe, et c'est une critique globale, c'est le faible investissement théorique en la matière, en même temps qu'on a une prolifération de recherches empiriques, on occulte le retour aux fondamentaux de la science politique. On étudie la politique publique en soi en oubliant souvent qu'elle est le produit d'une action de l'État, qu'elle le révèle d'une certaine façon. Alors, un certain nombre de thématiques sont possibles. Certaines sont classiques. Classiques, quand on parle de thématiques classiques, c'est toutes ces recherches qui s'opèrent sur la mise à jour des trajectoires nationales spécifiques des États. On part déjà de l'idée que les États ne sont pas les mêmes, qu'ils n'ont pas la même histoire et que leur cheminement varie d'un État à l'autre. On n'aboutit pas au même type de considération en ce qui le concerne. Il y a toutes ces recherches qui commencent à se développer sur la genèse de l'État à travers l'étude approfondie d'un de ces segments. On arrive finalement à faire la genèse de l'État à travers ses politiques de santé, à travers ses politiques d'éducation, à travers ses politiques de l'environnement. Et on peut multiplier les secteurs jusqu'aux objets les plus cocasses. On peut bien faire l'histoire de l'État à travers le temps. Comment le calendrier grégorien s'est imposé dans nos sociétés. Comment il s'acclimate. Nous savons bien qu'il y a beaucoup de temps qui sont en interaction. Temps de l'État, mais aussi une pluralité de temps sociaux qui font que dans nos pays, quand on fixe une réunion à 16h, on sait toujours que c'est à 16h30 parce qu'à 16h, il y a la prière de tel, puis après, il y a l'heure du thé. Et puis finalement, on est assez libre vis-à-vis du temps. Comme l'histoire de ce collègue venu en France et qui avait son train à 8h37, qui s'est assis tranquillement en attendant 8h37 pour rejoindre son train et quelle ne fut sa surprise de savoir que le train est déjà parti en disant à 7h, à 8h37, mais c'est pas possible, il ne peut pas partir parce qu'il y a quand même une certaine appréhension du temps qui est fluide. Le temps qui s'est imposé au début de la colonisation ne s'est toujours pas ancré. Et ce sont des sujets qui sont importants, que nous n'étudions pas assez. Nous pouvons même les prolonger dans le temps scolaire, en s'interrogeant sur l'histoire de l'horloge, dans quelles conditions l'horloge
a pénétré nos sociétés. On se souvient bien que les premières horloges qui arrivent faisaient l'objet de réclames au journal officiel pour que les gens viennent les voir. Comment la montre à la main s'est diffusée. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, l'agent public sent le besoin d'être à 7h30 au travail? Et je pense que ce sont des objets que nous pouvons totalement investir et qui restent totalement inétudiés. Ou en tout cas qui sont étudiés de façon extrêmement vague. Toujours parmi ces sujets classiques, c'est l'État dans ce qu'il fait. J'avais évoqué l'État au concret. C'est le fonctionnement réel des bureaucraties d'État, le comportement des fonctionnaires, la démultiplication des statuts, les prestations de services publics, les productions, les coproductions et les privatisations de ces services. Et on pourrait y ajouter toute cette prolifération institutionnelle, comité de ceci, comité de cela, qui, au fond, donne à l'administration une image que personne ne peut aujourd'hui retracer et qui attend les chercheurs. Et je crois que ces sujets n'étaient pas étudiés avant parce qu'au fond, ils n'étaient pas légitimes. C'est comme si nous avions affaire à un moment où la priorité était d'étudier l'autoritarisme, de le démonter dans ses mécanismes, et que cet État-là ne fonctionnait pas. Pourtant, on voit bien qu'on est passé des régimes autoritaires vers les régimes démocratiques, mais le maître d'école tel qu'il professe au village, ou l'infirmier tel qu'il travaille dans le campement, existe et continue de travailler, malgré le fait que le régime politique a changé. Et je pense qu'il symbolise l'État, celui-là, dans le village, dans la brousse. Mais je pense que ce sont des sujets qu'il nous revient d'investiguer de façon systématique, pas seulement à travers les types d'intuitions que nous avons sur ces sujets, mais en les étudiant à travers des recherches empiriques qui associent des éléments d'histoire, de géographie et surtout de sciences politiques, en concevant cette école comme une violence au village. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Une violence au village qui cherche à supplanter des pratiques installées. Et ce sont ces interactions qui sont posées et qui peuvent peut-être même nous amener à des conflits actuels que nous vivons notamment au Nigeria, qui posent ce type d'interrogation dans ces zones déshéritées. On peut prolonger ce type d'observation en disant qu'on pourrait revisiter le concept de gouvernance en lui donnant en fin de compte une certaine pertinence conceptuelle, l'étude des processus décisionnels, l'étude des modes de régulation de l'État. Sur chacun de ces sujets, nous commençons à avoir des thèses qui se font, des ouvrages qui s'écrivent. Je pense que beaucoup de thèmes peuvent être pris en charge. Je pense notamment, parmi ces thèmes, l'idée des professions de l'État. Oui, il y a toute une sociologie de la profession qui n'est pas encore à l'ordre du jour dans les pays africains. Je sais qu'il y a des secteurs où elles sont faites, mais elles sont faites par des historiens. Je sais que des historiens ivoiriens ont par exemple étudié les douanes, mais c'est sans concept de science politique. Je pense que l'une des faiblesses de ces recherches de l'histoire, c'est qu'elles parlent de thèmes documentés en sciences politiques qu'elles ignorent totalement. Et donc, du coup, nous avons des connaissances, mais qui attendent encore d'être réétudiées. Parce qu'au fond, quand on considère la douane, c'est l'une des premières administrations de l'État en Afrique de l'Ouest, parce qu'avant 1910, dans la plupart de ces pays, il y avait déjà des corps de douane qui s'appelaient alors des gardes frontières. C'est bien plus tard qu'ils sont devenus des douaniers. Et on se rend bien compte qu'ils sont au cœur de l'État. Et on voit bien qu'un certain nombre de conduites de l'État, on le doit aux premiers douaniers qui ont investi l'appareil bureaucratique au sommet. Et qui donnent à penser que l'État se comporte de telle façon ou de telle autre. Que l'agent public doit être ceci ou cela. Et je pense que ce sont des sujets qui méritent d'être étudiés. Il y a la question des grands corps d'État. Les grands corps d'État aussi attendent les chercheurs. Je sais que là encore, un certain nombre de corps ont été étudiés. J'ai personnellement investi le corps de la magistrature sur une centaine d'années pour voir ce qu'il a de singulier. On voit bien qu'il y a des éthiques qui se forment, il y a des normes qui les caractérisent, il y a des éléments qui les différencient
des autres corps. Et c'est à ce type de recherche que j'invite nos jeunes collègues pour qu'ils puissent s'intéresser à cette ouverture par les politiques publiques. Je dirais que nous avons en ce moment un certain nombre de thèses en cours qui concernent les questions d'alphabétisation. L'État, comment l'État est devenu alphabétiseur dans l'action sociale, dans l'hydraulique, dans la justice, et dans des objets plus pointus, comme le bâtiment. Étudier l'État par ses travaux publics. Ça nous permet de voir, selon les pays, le type de vision que les dirigeants ont de ce que sont que les bâtiments publics. Peut-être que l'un des symboles les plus frappants, c'est quand on regarde Munich aujourd'hui, ou qu'on la prolonge avec un certain nombre de pays asiatiques, et comment tout ceci prend forme dans les pays africains. À partir de quel type de concept? Quelle influence? Finalement, l'État, c'est aussi les bâtiments. Quand vous venez dans un village, ceux qui symbolisent l'État, c'est les maisons en dur. Et je pense que ce sont des sujets que nous ne devrons pas ignorer. Je pense aux voitures officielles, je pense aux routes. Brodel le faisait avec bonheur, mais nous ne le faisions pas du tout. Parce que, au fond, l'une des ambitions de l'État en Afrique autour de ces idées d'unité, c'est de faire des routes. C'est de faire des routes carrossables. Et je pense que ce sont des objets qui nous éclairent. Au fond, par ces thèmes, la science politique s'autorise à pénétrer dans des thèmes jusque-là réservés à des disciplines comme le droit, l'histoire, le management, oui, le management, avec un regard qui utilise d'autres outils de théorie et qui met à jour d'autres logiques, révélant autrement les logiques de l'État. C'est vrai que ça étonne les juristes de voir un sociologue étudier les appareils judiciaires. Ça ne se fait pas beaucoup. Le sociologue n'y est même pas tenté. Et encore moins les politistes, sauf pour dénoncer les dérives politiques des magistrats ou l'emprise du pouvoir d'État sur la justice, sans étudier les greffés ou ces chargés d'affaires qui travaillent au quotidien dans ces administrations au nom de l'État et qui le révèlent d'une certaine façon. Au fond, en termes de conclusion, je dirais que ces approches permettent de revisiter l'État. L'approche par les politiques a un fort potentiel heuristique. Au fond, par eux, on a affaire à un État qui est analysé dans son ancrage spatial. On a vu dans certains de ces secteurs, l'État a la forme d'un tétard, c'est-à-dire une espèce de grosse tête au centre, et puis des filaments, plus on s'ancre dans le territoire, notamment dans le secteur hydraulique. L'État est analysé dans ces micro-dispositifs, j'avais dit comme le temps, comme l'état civil. Et je pense que ces micro-dispositifs de domination qui s'inspirent des théories foucaldiennes sont omniprésentes. À travers les techniques de contrôle du corps et autres, nous avons des terrains féconds que nous abordons peu. Ici, l'État est analysé à travers ses acteurs, avec les acteurs qui l'animent le plus souvent. On voit bien que les sujets sont larges. L'État est aussi analysé dans ses dynamiques de démultiplication institutionnelle. Au fond, à bien des égards, on a affaire à des États à géométrie variable. Ils n'occupent pas l'espace territorial comme on nous le fait penser le plus souvent. On assiste au fond à une faible présence. Il y a des domaines dans lesquels il existe de façon forte et ostentatoire. Dans d'autres domaines, il existe peu ou pas du tout. Tout ceci pour vous inviter et pour montrer par le biais de ces recherches que nous faisons au sein de notre laboratoire, le LASDEL, laboratoire d'études de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local, les types de recherches que nous tentons de promouvoir à travers cette étude de politique publique qui utilise les outils de l'anthropologie pour, au fond, révéler l'État autrement. Et je pense que c'est un espace qui a beaucoup de potentialités sur lesquelles j'invite les jeunes chercheurs à s'investir de façon systématique. Merci. Merci.